Lorsqu'on débute en impression 3D, on se retrouve souvent confronté à des ratés. C'est un procédé dont la réussite dépend de l'alignement de nombreux paramètres et une erreur est vite arrivée. L'impact d'un raté est variable suivant la taille du projet et l'avancement de l'impression au moment du raté. Perdre 30 minutes et quelques grammes de filament, c'est une chose, perdre 30 heures et un tiers ou une demi-bobine, c'en est une autre. Pourtant, avec quelques contrôles préalables, il est possible de diminuer très fortement le risque d'échec et d'éviter que votre aventure d'imprimeur se transforme en cauchemar. Bienvenue les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Renaud, je suis entrepreneur, ingénieur, intervieweur et passeur de savoir. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 conseils pour éviter les ratés en impression 3D. Je vous ajoute le redatage dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de naviguer dedans selon votre envie. Je vous conseille cependant quand même de la regarder une fois en entier pour ne rien rater. Si vous trouvez mon contenu intéressant, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications et à le signaler à YouTube en cliquant sur le petit pouce vers le haut. Allez, c'est parti, conseil numéro 1. On peut s'épargner bien des soucis en prenant 2 minutes pour visualiser graphiquement le fichier G-code avant de s'en servir. Attention, il faut faire la visualisation depuis le support qui va être utilisé par l'imprimante. Donc si c'est une carte SD, il faut utiliser la carte SD. Si c'est une clé USB, il faut utiliser la clé USB. Si vous transmettez votre fichier en Wi-Fi, il faut prendre le fichier source que vous allez réellement transmettre via la Wi-Fi. Voici un exemple où cette précaution très simple m'aurait économisé 10 heures d'impression et une demi-bobine de filament. Lorsque j'ai créé le G-code de la deuxième moitié du support d'écran pour mon bureau assis debout, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, le fichier a mis un peu plus longtemps que d'habitude à s'enregistrer sur la carte SD. Je me suis dit bon, allons voir quand même, donc je l'ai visualisé, mais dans un éditeur de texte. Et dans un éditeur de texte, le fichier s'est ouvert, il y avait un G-code correct au début, j'ai pensé que tout allait bien. Sauf que j'aurais dû regarder le fichier dans un visualisateur graphique de G-code, pas juste dans l'éditeur de texte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux fichiers de la partie gauche et de la partie droite ont fusionné parce qu'il y a eu un problème d'écriture au niveau de la carte SD. Le fichier de la première moitié est venu se mettre à la suite du G-code de la deuxième moitié, et même pas vraiment à la suite, au milieu. Et donc, lorsque l'impression s'est déroulée, le début a très bien commencé, et à la moitié, tout d'un coup, clac, c'est passé dans l'autre sens, et donc évidemment, ça a imprimé dans le vide, et l'impression était ratée. Si j'avais pris 2 minutes pour visualiser graphiquement le G-code, je me serais évité bien du stress. Pour visualiser graphiquement un G-code, vous pouvez utiliser un visualisateur en ligne ou alors utiliser un logiciel, un slicer qui possède un visualisateur intégré. C'est le cas maintenant de Prusa Slicer dans sa version 2.3 ou c'est le cas aussi de Cura. Vous ouvrez simplement votre G-code et tous les trajets sont affichés à l'écran. Ça vous reconstitue l'objet en 3D et vous pouvez tout de suite voir si ça correspond à ce que vous attendiez. Prenez cette bonne habitude même pour des petits projets. Ça vous prend moins de temps que de préchauffer l'imprimante et ça vous sauvera bien des prints. Conseil numéro 2, faire un échantillon de test. Pour les gros projets ou pour les projets qui nécessitent des dimensions précises, il faut absolument faire un échantillon de test. Cela vous permet de vérifier à la fois les paramètres d'impression et les dimensions effectivement obtenues, et éventuellement de corriger soit les paramètres d'impression, soit les dimensions du fichier 3D pour que les dimensions finales soient les bonnes. Au passage, il est tout à fait normal que les petits perçages sortent plus petits en impression 3D, c'est lié au procédé en lui-même. Il est donc normal de dessiner un peu plus grand les petits perçages pour sortir au final à la cote souhaitée. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer le phénomène, mais sachez simplement qu'il ne sert à rien de vous escrimer sur la paramètre d'impression, il suffit d'en tenir compte lors de la conception. Conseil numéro 3, avoir la bonne accroche de la première couche. Notez bien que j'ai dit la bonne approche et pas une bonne accroche de la première couche. En effet, parfois on a besoin d'une accroche forte, parfois on a besoin d'une accroche plus faible. On entend souvent parler de problèmes de couches qui ne collent pas sur le bed, mais une couche qui colle trop est tout aussi problématique pour certains projets. L'accroche doit donc être suffisamment forte pour le projet, mais pas trop forte pour le projet. Ça, évidemment, ça dépend du projet. Pour avoir une bonne accroche, les solutions sont maintenant connues. On pourra par exemple avoir des plaques texturées, ou alors on pourra avoir des plaques lisses ou des verres sur lesquels on mettra de la 3D lac, ou alors de la colle d'écolier en bâton, qui est en fait du PVA. Une très bonne accroche est nécessaire pour les gros objets pour éviter le warping et pour les objets dont la surface de contact est faible parce que ça évitera leur décollement. Là où une trop bonne accroche peut poser problème, c'est avec des impressions fines, très fines, d'une seule couche, ou alors avec des impressions très fragiles ou très souples. Comme ce sont des pièces fragiles ou fines, on ne peut pas forcément très bien utiliser la spatule pour les décoller ou tirer dessus à la main, ça risque de les casser, ça risque de les abîmer, et donc dans ces cas-là, il faut une accroche qui ne soit pas trop forte. Retenez donc qu'il faut adapter l'accroche de votre plateau à votre projet, et que pour les projets très fins ou très fragiles, il faut une accroche plutôt faible. Conseil numéro 4, ne pas forcer pour détacher l'objet du plateau. Qu'il soit en verre ou en métal souple, l'idéal c'est vraiment d'avoir un plateau amovible. Si vous êtes obligé de détacher l'objet directement en laissant le plateau sur l'imprimante, vous risquez d'abîmer les guidages, vous risquez d'abîmer votre plateau. Ce n'est pas une bonne solution. Maintenant on a des plateaux amovibles, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour votre imprimante. Avec une plaque souple et un objet rigide, pas de problème. Que ce soit sur le côté texturé ou que ce soit sur le côté lisse, vous pliez légèrement la plaque, l'objet, s'il est rigide, va se décoller. Si vous avez un plateau en verre ou en miroir, un rigide, si vous avez du mal à décoller votre gros projet, votre projet rigide, dans ce cas, vous mettez l'ensemble très légèrement 10 minutes au congélateur et ça va se décoller tout seul.
Pour les objets fins ou fragiles, on peut avoir des problèmes d'adhérence trop forte sur les plateaux texturés. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vouloir défaire l'objet, en fait, il va se déformer avec le plateau et il ne va pas venir, il sera tellement bien collé. Et comme il est fragile, si vous tirez dessus, comme ici, vous avez juste une couche, un seul périmètre. Si je tire dessus trop fort, je risque de désolidariser, en fait, de casser mon objet, tout simplement. Dans ce cas, il me suffit de tourner ce plateau. Je l'imprime de l'autre côté sur la face lisse avec un petit peu de colle PVA, de la colle d'écolier. Et là, du coup, le décollage va se passer très bien. Et ensuite, je rince un tout petit peu mes pièces à l'eau pour enlever les marques de PVA. C'est le film de PVA, en fait, qui va casser. C'est pas la pièce, c'est pas le plateau. Conseil numéro 5. Restez à côté de votre imprimante et surveillez pendant tout le début de l'impression. Les bruxelles à la main pour vérifier qu'il n'y a pas un bout de filament qui va s'enrouler et se recoller sur la buse et après embarquer avec lui autre chose sur le plateau et décoller votre impression avant même qu'elle ait commencé. À moins que vous ayez un dispositif spécifique testé, validé de démarrage automatique de l'impression avec une petite brosse sur le côté et un G-code spécifique, vous devez rester à côté au début de chaque impression pour vérifier que ça commence bien, que la première couche adhère bien. Il faut vraiment se méfier de la force de l'habitude et de l'inattention. Ce qui se passe réellement est parfois très différent de ce qui est censé se passer. Petit exemple d'inattention avec le bureau assis debout que je vous ai déjà montré. En fait, j'avais glissé une chaise sous le bureau assis debout et dans ce moment-là, vous savez, on a une petite alarme qui tourne dans la tête et puis on se dit « Oh, il faudrait peut-être pas faire ça, mais ça va passer, ça va passer ». J'ai laissé la chaise en dessous et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que quand j'allais baisser le bureau, je devrais enlever la chaise. Sauf que la chaise, elle n'était plus dans mon champ de vision une fois que j'étais debout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le bouton pour faire descendre le bureau et comme il descend tout seul et qu'il s'arrête tout seul et que je suis habitué à ça, eh bien je me suis détourné, je suis allé faire autre chose. Le bureau est descendu, il est arrivé sur le dossier de la chaise, les pieds ont continué à monter, le bureau a basculé. Heureusement, la chaise est tombée, donc tout le bureau n'a pas basculé, mais par contre l'écran que je venais de payer qui était tout neuf, oui, il a fait un vol plané de 2 mètres et il a explosé. Et donc j'ai dû racheter un écran. Conseil numéro 6, utilisez une imprimante fiable. Pour votre tranquillité d'esprit, votre imprimante doit être capable de fonctionner des centaines d'heures sans intervention majeure de votre part. Or, il se trouve que la fiabilité des imprimantes 3D disponibles sur le marché est extrêmement variable. Lorsque les prix sont trop tirés, il faut être extrêmement méfiant. Vous pouvez notamment avoir des durées de vie très réduites sur les ventilateurs bas de gamme. Vous pouvez avoir des cosses électriques qui se défont pendant l'impression, suite aux allers-retours. Vous pouvez avoir des lits chauffants qui se déforment quand ils chauffent. Vous pouvez avoir des chauffes non homogènes du lit chauffant. Voilà, toutes sortes de choses qui vont faire échouer vos impressions et qui sont en plus des problèmes qui n'apparaissent pas de prime abord, c'est-à-dire qu'au début tout a l'air de bien fonctionner et ils vont apparaître à partir d'un certain temps. La question c'est alors comment obtenir une imprimante fiable? Selon moi vous avez deux solutions, soit vous achetez une imprimante qui est reconnue comme étant fiable out of the box, dès qu'on la déballe, soit vous achetez une imprimante qui est reconnue comme étant fiabilisable et là vous allez mettre le doigt dedans pour la fiabiliser. En ce qui concerne la fiabilisation, attention à ne pas confondre relooking et fiabilisation. Le relooking, c'est essentiellement changer les caractéristiques esthétiques de la machine. Ça ne change pas nécessairement sa qualité d'impression ou sa durée de vie. Que ce soit en tant que débutant ou pour vous perfectionner, si vous vous intéressez à l'impression 3D, j'ai un certain nombre de ressources complémentaires à mes vidéos à vous proposer. Vous les trouverez sur mon site internet à l'adresse tamtam3d.fr/choisir, tamtam3d.fr/choisir. Vous aurez juste à choisir votre ressource, celle qui vous intéresse, ou vos ressources, celles qui vous intéressent. Ou vous pouvez cliquer aussi sur le lien qui apparaît quelque part sur cet écran autour de moi. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, abonnez-vous, salut!